Je m'appelle Nathalie Aubert-Collin. J'ai 54 ans. Et 11 semaines après la mort de mon mari, je me retrouvais debout dans mon placard à linge à 2h47 du matin, en train de replier des têtes d'oreiller que j'avais déjà repliées 2 fois, parce que c'était la seule chose que je trouvais à faire avec le fait que je dormais mieux que je ne l'avais fait depuis 20 ans, et que j'étais terrifiée par ce que ça disait de moi. C'est là que commence cette histoire. Pas aux obsèques, pas à l'hôpital, pas au moment où il m'a dit la vérité. Elle commence dans un placard à linge, à presque 3 heures du matin, avec une femme qui avait passé 28 ans à être un certain titre d'épouse, et qui se retrouvait dans le silence d'une maison qui se sentait différente sans lui. Pas vide, différente. Comme une pièce où quelqu'un aurait enfin ouvert une fenêtre qui était peinte fermée depuis des décennies. Il faut que je vous raconte ce qu'il m'a dit 4 jours avant de mourir. Parce que ça a changé quelque chose. Pas de la façon dont vous imaginez. Pas un changement dramatique. Pas une scène de film. Quelque chose de plus silencieux que ça. Quelque chose qui m'a pris des semaines à même localiser en moi. Il m'a regardé depuis ce lit médicalisé qu'on avait installé dans le salon, et il a dit, avec cette voix fine qu'il avait depuis quelques mois, il a dit « Je veux que tu saches que ce que tu voulais, dans tes 20 ans, tes 30 ans, tout ça, je t'ai entendu. Et j'ai décidé que je savais mieux. Et je te le dis maintenant parce que je ne veux pas que tu passes le reste de ta vie à croire que tu avais tort de le vouloir. 28 ans de mariage, et c'est ça qu'il avait à dire à la fin. Avant de vous raconter ce qui a précédé ce moment, avant de vous parler des années qui ont mené à cette phrase, je voudrais vous demander quelque chose. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, où que vous soyez, quelle que soit l'heure, allez-y et likez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce que cette histoire a beaucoup de chemin à parcourir, et je ne veux pas que vous en manquiez un seul moment. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est. J'aime savoir qui est de l'autre côté. Bien, laissez-moi vous ramener au début. J'ai grandi à Périgueux, en Dordogne, dans une maison où l'amour se montrait par les actes et jamais par les mots. Mon père travaillait dans les imprimeries municipales et participait à la vie de la paroisse le dimanche, un homme de routine et d'expression contenue. Ma mère cousait à domicile et tenait une maison si ordonnée qu'elle en vibrait presque. On n'était pas pauvre, on n'était pas expressif. On était la famille qui gérait, en silence, et qui appelait ça normal. J'ai un frère, Rémi. Il est parti à 19 ans et n'est pas vraiment revenu. Pendant longtemps, j'ai pensé qu'il fuyait quelque chose. Maintenant, je pense qu'il avait compris plus tôt que moi qu'on a le droit de partir. Quand j'avais 12 ans, ma mère a traversé ce que personne dans notre maison n'a appelé une dépression, mais c'en était une. Elle est devenue silencieuse d'une façon différente de son silence habituel, un silence lourd, inaccessible. Et pendant 8 mois, j'ai tenu la maison. J'ai cuisiné, j'ai fait le ménage, j'ai maintenu les apparences devant les voisins et les collègues de l'école. J'ai fait en sorte que tout ait l'air d'aller. Personne ne m'a remercié. Personne ne m'a demandé comment j'allais. J'avais 12 ans et j'ai appris la leçon la plus dangereuse de ma vie. Être celle qui tient tout, c'est un rôle dans lequel on peut disparaître, et personne ne remarque qu'on est parti parce que tout a encore l'air d'aller vu de dehors. Je veux m'arrêter un instant ici, parce que si ce que je viens de décrire vous est familier, si vous savez ce que c'est d'être celle qui gère, celle qui couvre, celle qui fait tenir les apparences quand elles ne tiennent plus, je pense que vous allez comprendre tout ce qui vient dans cette histoire d'une façon très précise. Et je veux que vous restiez avec moi. Likez cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, et si vous connaissez quelqu'un qui a été la personne silencieuse, celle qui a tout retenu pendant que tout le monde regardait ailleurs, partagez ça avec elle. Elle a besoin de savoir qu'elle n'est pas seule. Je continue. Je suis allée à l'université de Bordeaux en lettres modernes, avec un travail le week-end dans une librairie du centre pour couvrir le logement. J'ai décroché ma licence en 4 ans parce que j'étais efficace. Je l'ai toujours été. On m'y avait formée. J'ai rencontré Bernard quand j'avais 23 ans. Il en avait 30. Déjà 7 ans de carrière derrière lui dans une usine industrielle à Brive-la-Gaillarde, installée d'une façon qui ressemblait à de la certitude. Et j'ai été attirée par la certitude, comme on est attiré par quelque chose qu'on n'a jamais eu, mais qu'on reconnaît au premier regard. Il n'était pas bruyant.
pas ostentatoire. Il savait les choses. Il entrait dans une pièce et elle se réorganisait autour de lui, doucement, sans drame. J'ai pris ça pour de la sécurité. J'avais eu un seul homme avant Bernard. Un garçon doux et sans complications prénommé Étienne, rencontré à Bordeaux, qui m'aimait simplement et ne me demandait rien d'autre qu'être là. Je l'ai quitté quand j'ai rencontré Bernard. J'ai repensé à Étienne exactement 2 fois dans cette histoire, et les 2 fois c'était avec cette douleur particulière de reconnaître une porte devant laquelle on est passé sans s'arrêter. Bernard et moi nous sommes mariés quand j'avais 26 ans. Mariage religieux à Périgueux. Sa mère portait du beige et a pleuré au repas. Ma mère avait préparé la charlotte aux fraises. Ma robe, j'y avais moi-même refait les coutures parce qu'elle ne tombait pas tout à fait bien à la livraison, et je n'avais pas voulu faire d'histoire. Les 4 premières années sont celles sur lesquelles je peux maintenant poser un regard clair. La façon dont on voit les choses clairement seulement quand on a assez de recul. J'enseignais à l'école primaire. J'aimais ça. J'étais bonne dans ce travail de la façon précise de quelqu'un qui a passé toute sa vie à lire la température émotionnelle d'une pièce et à s'ajuster en conséquence. Bernard était fier de moi de la façon d'un homme qui dit les bonnes choses dans les dîners et qui, en privé, crée une atmosphère où ce que vous faites semble d'une façon ou d'une autre périphérique. Pas par cruauté. Jamais par cruauté. Par quelque chose de plus invisible que ça. Il y a eu un soir, notre 3e année de mariage. On m'avait proposé un poste dans une autre école, une meilleure école, un trajet plus long, une petite augmentation qui aurait compté. J'en ai parlé à Bernard au dîner. Il n'a pas dit non. Il n'a pas discuté. Il est devenu silencieux d'une façon particulière. Un silence qui rendait l'air plus épais dans la pièce. Et sur les 2 semaines suivantes, sans une seule conversation directe à ce sujet, j'ai laissé l'offre expirer. Je me suis dit que c'était le trajet. Je me suis dit que j'avais choisi ça. C'était la première fois. Je ne savais pas que c'était la première fois. On ne le sait jamais. Isabelle Marnet est entrée dans ma vie à une réunion de parents d'élèves, l'année où Camille a commencé le CP. Elle est arrivée avec 12 minutes de retard, dans une robe portefeuille bordeaux avec des boucles d'oreilles en ambre qui bougeaient quand elle marchait. Et elle s'est assise à côté de moi et m'a murmuré « C'est toujours aussi long ou j'ai mal choisi mon mardi ?» J'ai ri pour la première fois en ce qui me semblait des semaines. Elle était divorcée, elle avait 2 fils, elle dirigeait une agence immobilière et avait cette énergie particulière d'une femme qui a fait le choix difficile pour elle-même et qui a découvert, à sa satisfaction tranquille, que c'était le bon. Bernard la trouvait trop. Il le disait poliment, comme il disait toutes les choses difficiles poliment. Elle est envahissante. Comme si une femme qui occupait l'espace qui lui revenait était un défaut de caractère. Isabelle était trop. C'est exactement pour ça que j'en avais besoin. L'année où Camille a eu 7 ans, Isabelle m'a appelée et m'a dit qu'elle avait 2 billets pour le Portugal. Elle avait trouvé une offre. Elle voulait que je vienne pour 10 jours. Elle m'a dit « Nathalie, tu n'es jamais allée nulle part. Viens quelque part avec moi. » J'en ai parlé à Bernard un dimanche soir quand les enfants dormaient. Je l'ai dit avec soin. Je disais toujours les choses avec soin à cette époque-là, même si je n'avais pas encore remarqué que l'habitude s'était formée. Je lui ai parlé des billets, des dates, du fait qu'Isabelle couvrirait une bonne partie du coût. Il n'a pas haussé la voix. Il ne haussait jamais la voix. Il m'a simplement regardé un long moment, puis est retourné au journal dans ses mains. Je n'ai jamais rappelé Isabelle pour lui dire que je ne pouvais pas venir. J'ai juste laissé la fenêtre se refermer. Et quand elle m'a demandé ce qui s'était passé, j'ai dit que Bernard avait quelque chose avec le travail. J'avais déjà appris, sans que personne me l'enseigne directement, à faire passer ses choix pour les miens. Je sais maintenant ce que c'était. Il m'a fallu 28 ans et une confession de fin de vie, et beaucoup de nuits dans un placard à linge pour pouvoir le dire clairement. Mais je sais maintenant. Et c'est de ça que parle cette histoire. La chose avec une campagne de SAP, c'est qu'elle ne s'annonce pas. Elle n'arrive pas à votre porte avec une étiquette. Elle s'infiltre. Par un appel téléphonique qui se termine un peu trop vite, par une amie qui a soudainement moins de temps, par le silence particulier de gens qui parlaient librement en votre présence et qui maintenant choisissent leurs mots avec un soin qui dit tout. Je ne savais pas que Bernard avait une façon de gérer mes relations jusqu'après sa mort. C'est la partie qui a pris le plus de temps à absorber. Pas le Portugal.
Pas le poste d'enseignante que je n'avais pas pris. Pas le formulaire d'inscription au cours du soir que j'avais rempli en 2008 et jamais déposé. 2 cours, littérature française et initiation à la peinture, des cours que j'avais entourés au crayon dans le catalogue et que j'avais ensuite pliés au fond d'un tiroir, quand l'atmosphère de la maison avait rendu clair que vouloir quelque chose pour moi-même était une perturbation dans un système dont je n'avais même pas réalisé l'existence. C'était les relations. C'est ce que j'ai trouvé quand j'ai commencé à revenir sur les choses. C'est ce que le bloc-notes était vraiment. Après sa mort, j'ai commencé à écrire. Pas comme une accusation, je veux être claire là-dessus. Je ne construisais pas un dossier. J'essayais simplement de comprendre l'arithmétique d'une vie. Je me suis assise à la table de la cuisine avec un bloc-notes jaune et j'ai commencé à lister les moments dont je me souvenais où quelque chose avait glissé, où une personne s'était légèrement éloignée de moi, où un projet avait doucement disparu, où j'avais fait un choix dont je ne me rappelais pas vraiment. Et plus je remontais dans le temps, plus le schéma devenait visible. Il y avait mon amie d'université, Élise. On avait été proches, le genre de proximité qu'on n'atteint que quand on partage tout sans y penser pendant 2 ans de licence. Après mon mariage avec Bernard, elle est venue nous rendre visite une fois cette première année. Juste un week-end. Je me souviens qu'on est resté debout trop tard à parler dans la cuisine pendant que Bernard dormait, et je me souviens d'avoir ri d'une façon dont je n'avais pas ri depuis des mois. Elle est repartie un dimanche. Et puis, sur l'année qui a suivi, ses appels sont devenus plus courts, ses réponses plus lentes. Au moment où Camille est née, on en était aux cartes de vœux. J'ai appris, par quelqu'un qui nous connaissait toutes les deux, que Bernard avait appelé Élise à un moment de cette première année. Qu'il avait eu une conversation avec elle. Une conversation amicale, à ce qu'on va dire. Bernard était toujours amical. Il avait mentionné, avec ce calme certain qui était le sien, que j'avais du mal à m'adapter à la vie de femme mariée. Que je disais parfois des choses que je ne pensais pas vraiment. Qu'il était inquiet pour moi et espérait qu'elle ne prendrait pas trop au sérieux ce que je pourrais lui dire. Élise n'était pas une mauvaise personne. C'était simplement une personne qui avait reçu une information d'un homme qui semblait solide et crédible, et qui s'était ajusté en conséquence. C'est comme ça que ça marche. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un de s'éloigner d'une amie. Il suffit de le rendre légèrement incertain à son sujet. Je me suis assise à cette table de cuisine et j'ai pensé à Élise et aux autres. Il y en avait d'autres. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Pas de la rage. Quelque chose de plus froid et de plus précis que la rage. Le sentiment d'une femme qui regarde une serrure contre laquelle elle a appuyé pendant des années et qui comprend enfin qu'elle n'était pas coincée. Elle était fermée à clé de l'intérieur par quelqu'un qui en avait la clé. Et voici ce à quoi je reviens sans cesse, même maintenant, même en vous racontant ça. Bernard ne faisait pas ces choses parce qu'il me détestait. Il les faisait parce qu'il était terrifié que si j'avais la pleine mesure de ma propre vie, les amis, les voyages, les cours, les conversations qui n'avaient rien à voir avec lui, je finirais par regarder autour de moi et réaliser que j'avais un autre endroit où être. Il me gérait parce que l'alternative, dans son esprit, c'était me perdre. Et la tragédie, ce qui rend tout ça compliqué d'une façon que je ne peux pas tout à fait résoudre, c'est qu'il avait probablement raison que j'aurais grandi. Il avait simplement tort sur ce que cette croissance aurait signifié pour nous. Mais voici ce que je veux vous demander, et je le pense sincèrement, parce que j'y tourne et retourne depuis que j'ai commencé à comprendre tout ça. Est-ce que quelqu'un a jamais utilisé votre amour pour lui comme le mécanisme même de votre propre limitation? Quelqu'un qui savait exactement à quelle porte frapper parce qu'il savait que vous ouvririez, et qui a utilisé cette connaissance non pas pour vous blesser, mais pour vous garder? Parce que c'est la chose dont personne ne parle. Ce n'est pas toujours de la cruauté. Parfois c'est la peur avec le visage de l'amour. Si cette question atterrit quelque part de réel en vous là maintenant, posez-le dans les commentaires. Je lis chaque réponse. Et continuons, parce que c'est là que ça commence à changer. Camille est montée de Bordeaux un samedi, 3 semaines après que j'avais commencé le bloc-notes. Elle est arrivée avec des courses. Elle arrivait toujours avec des courses, une habitude qu'elle avait prise pendant la maladie de Bernard et qu'elle n'avait pas abandonnée.
et elle m'a trouvée à la table de la cuisine avec le bloc ouvert et mon écriture couvrant la plupart du recto et la moitié du verso. Elle a posé les sacs de course sur le plan de travail sans les déballer. Elle m'a regardé. Elle a regardé le bloc. Elle s'est assise en face de moi et elle a dit très doucement: Maman, c'est quoi ça? Je n'avais pas prévu de lui dire. Je veux être honnête là-dessus. Je portais ça seule depuis des semaines. Parce que je ne savais pas encore quel langage utiliser pour ça. Et parce qu'une partie de moi protégeait encore quelque chose. La version officielle du mariage, celle qui avait 30 ans de témoin. Mais j'ai regardé ma fille de l'autre côté de cette table, les yeux gris-bleus de son père dans son visage, et j'ai pris une décision. J'ai dit: ton père m'a dit quelque chose avant de mourir. Et j'ai besoin que tu décides si tu veux savoir ce que c'était. Parce qu'une fois que je te le dis, je ne peux pas le reprendre. Elle n'a pas hésité. Elle a dit: j'attends que tu dises quelque chose comme ça depuis les obsèques. Alors je lui ai tout dit. J'ai lu depuis le bloc-notes. Je lui ai parlé de la confession, de ce qu'il avait dit mot pour mot, du schéma que j'avais trouvé en remontant les années. Je l'ai observé pendant que je parlais. Elle est la fille de son père dans la précision de ses expressions. Elle n'exprime pas ses émotions à la légère. Mais j'ai vu quelque chose traverser son visage, lent et tectonique, l'expression particulière de quelqu'un dont les soupçons se confirment et qui avait à moitié espéré que ça ne serait pas le cas. Quand j'ai terminé, elle est restée avec ça pendant une minute entière. Ce genre de silence entre deux personnes qui se connaissent assez bien pour ne pas le remplir. Puis elle a dit: il t'aimait, et il avait peur de toi, et il t'a rendue plus petite pour pouvoir gérer cette peur. Et il t'a dit la vérité quand il était trop tard pour changer quoi que ce soit. J'ai dit: oui. Elle a dit: et tu veux savoir si tu as le droit d'être en colère? J'ai dit: je veux savoir si j'ai le droit d'être aussi reconnaissante. Pour la confession, même si elle arrive 30 ans trop tard. Elle a tendu la main par-dessus la table et a posé sa paume sur la mienne. Elle n'a rien dit pendant un moment. Puis elle a dit: maman, tu as le droit de ressentir absolument tout ce que tu ressens, en même temps, sans avoir à décider lequel est correct. C'est moi qui avais élevé cette personne, qui avait préparé ses tartines et l'avait conduite à son premier entretien, et l'avait regardée quitter une relation dont j'ai appris plus tard qu'elle lui rappelait trop son père. Et assise là dans ma cuisine un samedi matin, elle a dit la chose la plus vraie que quelqu'un m'ait dite depuis des années. Peut-être plus longtemps que ça. Lucas est passé ce soir-là. Il n'avait pas été invité. C'était juste sa visite habituelle du dimanche, sa façon à lui de se pointer chaque semaine depuis la mort de Bernard, parfois juste pour s'asseoir dans la même pièce que moi pendant 1 heure et rentrer chez lui. Il est entré par la porte de derrière comme il le faisait toujours, encore en veste de travail, la montre Lippe de son père au poignet, et il a trouvé Camille encore à table avec moi et le bloc-notes encore ouvert entre nous. J'ai commencé à lui dire. J'en étais à la moitié. Il s'est levé avant que j'aie terminé. Il a appuyé ses poings contre le bord du plan de travail. Un geste si exactement celui de son père que ça m'a coupé le souffle 1 seconde. Et il a dit, sa voix faisant cette chose contrôlée et serrée qu'elle fait quand il travaille très fort à ne pas ressentir quelque chose. Maman, je ne sais pas ce qu'il t'a dit, mais il était mourant. Les gens disent des choses quand ils meurent. J'ai dit, je sais. Il a dit, c'était un homme bien. J'ai dit, je sais ça aussi. Alors pourquoi? Il s'est arrêté. Il a appuyé plus fort sur le plan de travail. Pourquoi tu fais ça maintenant? Il ne peut même plus. Il n'a pas pu finir la phrase. Il n'a pas pu la finir parce que la fin aurait exigé de lui de dire « il ne peut même plus se défendre ». Et quelque part dans la poitrine de Lucas, même dans son deuil, il sentait que c'était pas tout à fait le bon cadre, et il ne savait pas quoi faire de ce savoir. J'ai regardé mon fils, sa carrure de son père et mes yeux à moi dans son visage, et j'ai dit quelque chose que je n'avais pas prévu. Lucas, je ne te l'enlève pas. Je suis juste en train de reprendre quelque chose qui m'appartient. Il est parti peu après. Il a pris sa voiture. 2 heures plus tard, mon téléphone a sonné et c'était lui, et il a dit « Je suis désolé d'être parti comme ça ». Et je lui ai dit qu'il n'avait rien à se reprocher.
Ni l'un ni l'autre, nous n'avons reparié de la confession ce soir-là. Mais quelque chose avait glissé, silencieusement, entre nous, comme une porte qui bouge dans son cadre quand la saison change. Elle n'était pas encore ouverte, mais elle avait bougé. Isabelle est venue 2 jours plus tard. Elle a appelé d'abord, elle appelle toujours d'abord, une politesse qu'elle a développée après des années à observer les gens se pointer à des moments difficiles sans prévenir. Et elle a dit « Je passe après le boulot, ne range rien ». Ce qui voulait dire qu'elle savait déjà que quelque chose se passait, comme Isabelle sait toujours que quelque chose se passe avant qu'on ait décidé de lui dire. Elle est arrivée à 18h43 dans sa robe portefeuille bordeaux et ses boucles d'oreilles en ambre, et elle s'est assise à ma table de cuisine et a accepté le verre de vin blanc du supermarché que je lui ai versé sans commentaire sur le vin, ce qui m'a indiqué qu'elle était en mode sérieux. Isabelle a des opinions sur le vin. Quand elle ne les partage pas, c'est qu'elle est concentrée sur quelque chose de plus important. Je lui ai tout dit. La confession, mot pour mot. Le bloc-notes. Le schéma que j'avais trouvé en remontant les années. Élise. Le Portugal. Le formulaire d'inscription plié au fond d'un tiroir. La conversation avec Camille. La conversation avec Lucas. J'ai parlé longtemps. Isabelle n'a pas interrompu une seule fois, ce qui est en soi une forme d'amour venant d'une femme qui est, par nature et par préférence, une participante dans les conversations plutôt qu'un réceptacle. Quand j'ai terminé, elle a reposé son verre. Elle m'a regardé un moment avec ses yeux noirs qui sont chaleureux et précis en égale mesure. Et puis elle a dit « Tu sais pourquoi il t'a dit ça ?» J'ai dit « Il voulait que je sache avant qu'il… » Non. Elle l'a dit doucement mais fermement. Il t'a dit ça parce qu'il avait besoin de mourir en sachant que tu avais la vérité. La confession n'était pas pour toi, Nathalie. Pas entièrement. C'était pour lui. J'ai gardé ça. Ça s'est logé quelque part de profond et ça a fait mal d'une façon que je n'avais pas anticipée. Pas parce que c'était cruel, mais parce que c'était vrai et que je le savais déjà à moitié et que l'entendre dit à voix haute par quelqu'un qui m'aimait le rendait impossible à ne plus savoir. Ça ne le rend pas moins réel, j'ai dit. Non, elle a approuvé. Ça le rend les deux à la fois, réel et égoïste, aimant et intéressé, comme il l'était. Le silence entre nous était le genre confortable. Celui qui n'est disponible qu'entre femmes qui se connaissent depuis assez longtemps pour avoir cessé de jouer un rôle à l'intérieur. Dehors, il faisait nuit comme il fait nuit en novembre. Rapidement, sans cérémonie, la lumière qui décide simplement que c'est fini pour aujourd'hui. Puis, j'ai dit quelque chose que je n'avais pas prévu de dire. Ça est arrivé entièrement formé depuis quelque part en dessous de ma pensée consciente, depuis la partie d'une personne qui traite les choses pendant que le cerveau conscient est occupé à replier des têtes d'oreiller à 3 heures du matin. J'ai dit, je ne vais pas passer le reste de ma vie à décider si je dois être reconnaissante ou en colère. Je pense que je vais être les deux. Et je pense que je vais utiliser ce qu'il me reste de temps à être autre chose que l'un ou l'autre. Isabelle m'a regardée. Quoi alors? Moi-même, j'ai dit. Juste moi-même. Quoi que ça se révèle être. Elle a repris son verre de vin. Elle l'a levé légèrement, pas vraiment un toast, plutôt une reconnaissance. Comme quand on lève la main vers quelqu'un de l'autre côté d'une pièce, quand les mots sont trop loin pour porter. Je veux m'arrêter ici un instant. Parce que ce moment, assise à ma table de cuisine avec Isabelle, en train de dire cette phrase à voix haute pour la première fois, c'est le moment où j'ai compris ce que la confession m'avait réellement donné. Pas une explication, pas vraiment des excuses, une permission. Une permission dont j'aurais dû n'avoir besoin de personne, et certainement pas d'un homme mourant. Mais elle était là. Et si vous avez déjà reçu quelque chose dont vous aviez besoin, trop tard, de quelqu'un qui aurait dû vous l'offrir plus tôt, si vous connaissez la douleur particulière de recevoir la bonne chose au mauvais moment, appuyez sur ce bouton j'aime. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Parce que ce qui vient après, c'est la partie où je comprends enfin quoi faire avec tout ça. Les semaines qui ont suivi avaient une qualité différente de celle d'avant. Quelque chose avait été nommé. Et les choses nommées, j'étais en train de l'apprendre, se comportent différemment des choses sans nom. Elles occupent un espace différent, plus honnête, moins dévorant. Je suis retournée au travail. Je suis coordinatrice administrative dans un cabinet médical de groupe à Périgueux, planning, correspondance patient, coordination entre praticiens,
la gestion soigneuse des informations dont les autres ont besoin pour fonctionner. Je suis bonne dans ce travail. Je l'ai toujours été. J'ai toujours été bonne à gérer ce dont les autres ont besoin. La différence maintenant, c'est que je commençais à remarquer l'écart entre cette compétence et la question de ce dont moi, j'avais besoin. Ce ne sont pas les mêmes questions. J'avais passé longtemps à les traiter comme si elles l'étaient. Ma collègue Martine, qui a 43 ans et a cette énergie particulière de quelqu'un qui a tout vu et ne juge rien, est passée à mon bureau un mercredi après-midi et a dit « Tu es différente. » Pas mieux, pas moins bien, différente. Je lui ai dit que je dormais mieux. Elle a hoché la tête comme si ça expliquait tout, ce qui était peut-être le cas. J'ai sorti le catalogue du Centre culturel municipal cette semaine-là. Pas celui de 2008, le catalogue actuel. Je ne sais pas pourquoi j'avais encore celui de 2008. Certaines choses, on les garde sans savoir pourquoi, comme on garde le reçu de quelque chose qu'on n'a jamais eu le droit de rendre. Le cours du mardi soir, initiation à la peinture, était toujours proposé. Nouveau professeur, nouvelle salle, même 12 semaines. J'ai regardé l'intitulé pendant 3 jours avant de m'inscrire. Pas parce que j'étais incertaine, je savais que j'allais le faire depuis le moment où je l'avais trouvé. J'ai attendu parce que j'examinais ma propre hésitation. J'essayais de la comprendre. Et ce que j'ai trouvé, sous l'hésitation, ce n'était pas la peur du cours. C'était le réflexe résiduel de vérifier si c'était d'accord. De tâter la pression atmosphérique de la maison avant de faire un mouvement pour moi-même. La maison était vide. La pression avait disparu. Il n'y avait personne à qui demander. Et cette réalisation, qui aurait dû être simple et évidente, a atterri avec un poids pour lequel je n'étais pas préparée. Parce que c'était à la fois une liberté et un deuil. Ces deux choses, j'étais en train de l'apprendre, n'étaient pas des opposés. C'était le même pays, juste une météo différente. Je me suis inscrite un jeudi matin avant le travail. J'ai payé les frais avec ma propre carte bancaire et j'ai regardé l'email de confirmation arriver dans ma boîte. Et j'ai ressenti, je veux être précise là-dessus, pas de la joie exactement, quelque chose de plus silencieux. Le sentiment d'une porte qui s'ouvre, une porte qui était coincée depuis si longtemps qu'on avait arrêté de la regarder. J'en ai parlé à Camille ce soir-là au téléphone. Elle a été silencieuse un moment, puis elle a dit « Maman, c'est vraiment bien. C'est vraiment, vraiment bien. » Sa voix a fait quelque chose sur le deuxième « vraiment » qu'elle n'avait probablement pas prévu que j'entende. Une sorte de soulagement. Comme si elle attendait ça sans savoir ce qu'elle attendait. J'en ai parlé à Isabelle le lendemain. Elle a dit « Le Portugal est toujours là, tu sais. Je pose juste ça là. » J'ai ri. Le rire entier, celui qui utilise toute la poitrine. J'avais oublié que ce genre existait. Lucas a appelé un dimanche, 10 jours après le soir où il était parti de la cuisine. Il a appelé en début d'après-midi, ce qui était inhabituel, c'est un appelant du matin, comme son père l'était. L'appel de l'après-midi m'a dit qu'il s'y préparait depuis un moment. Il a dit « Je réfléchissais à ce que tu as dit, sur le fait de reprendre quelque chose qui t'appartient. » J'ai attendu. Il a dit « Je pense que papa aurait voulu ça. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il te l'a dit. » J'ai dit « Je sais. » Un silence. Puis « Tu vas bien ?» Et c'est le moment dont je veux vous parler. Ce moment précis. Parce que pendant 28 ans, chaque fois que quelqu'un me demandait si j'allais bien, je disais oui avant d'avoir fini d'entendre la question. C'était un réflexe, automatique. La réponse existait avant la demande. C'était la première chose que j'avais appris à performer et la dernière chose que je m'attendais à désapprendre. J'ai gardé la question de Lucas. Je l'ai vraiment gardée. 4 ou 5 secondes de silence réel, assez long pour qu'il dise « Maman ?» avec une légère montée dans la voix. Et j'ai dit « Je suis en train de devenir bien. C'est différent. Et c'est mieux. » Il a expiré. Pas un soupir, plutôt quelque chose qui se relâche. « Ouais, » il a dit. « Ouais, d'accord. » Et j'entendais dans ces deux mots que quelque chose avait changé en lui aussi. Pas résolu. Pas terminé. Mais changé. La porte qui avait bougé dans son cadre le soir où il était parti de ma cuisine s'était ouverte. Juste légèrement. Juste assez pour que l'air passe. Après qu'on ait raccroché,
Je suis restée assise dans la cuisine un moment avec mes mains autour d'une tasse de thé qui avait refroidi. J'ai pensé à Bernard, à l'homme dans le lit médicalisé, avec le cardigan marine drapé sur les épaules, que j'y avais mis parce qu'il avait toujours froid ces dernières semaines. J'ai pensé à ses yeux gris bleu pâle, et à l'arithmétique qui avait toujours vécu derrière, le calcul constant de ce qu'il fallait révéler et ce qu'il fallait retenir, conduit depuis si longtemps et si aisément que je ne pense pas qu'il en était encore pleinement conscient. J'ai pensé à ce qu'Isabelle avait dit, que la confession était aussi pour lui, que l'amour et l'intérêt personnel avaient été si complètement entremêlés en lui qu'il n'aurait probablement pas pu les séparer à la fin plus qu'il n'aurait pu le faire au début. Et j'ai pensé, je comprends ça. J'ai passé 28 ans à faire une version de la même chose, à me dire que j'avais choisi de rester, choisi de poser les choses, choisi la vie tranquille, alors que la vérité était plus compliquée que choisir et moins innocente qu'être piégée. J'avais participé à mon propre effacement d'une façon que je commençais à peine à compter. Ce n'était pas confortable à tenir. C'était aussi, je le découvrais, nécessaire. Le premier mardi soir du cours, je suis arrivée 7 minutes en avance. Le centre culturel sentait la térébenthine et le vieux bois et quelque chose de légèrement floral que je n'arrivais pas à identifier. La salle avait 8 tables disposées en fer à cheval, chacune avec un petit chevalet et une palette couverte. Il y avait 9 autres élèves. Je n'étais pas la plus âgée, un homme prénommé Marcel, qui m'a dit qu'il avait 71 ans et avait toujours voulu peindre des bateaux, est arrivé après moi et a pris la table à ma gauche. La professeure était une femme au début de la quarantaine prénommée Claire, avec des doigts tachés de peinture et cette énergie tranquille de quelqu'un qui a fait la paix avec l'imperfection comme condition préalable à la création. Elle a regardé la salle ce premier soir et a dit « L'objectif pour ces 12 semaines n'est pas de faire de belles peintures. L'objectif est de découvrir ce que vous voyez vraiment quand vous regardez quelque chose assez longtemps pour essayer de le poser. » J'ai écrit ça dans la marge de ma feuille d'inscription. Pas parce que j'en avais besoin pour la peinture, parce que j'en avais besoin pour tout le reste. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec une petite trace de jaune de cadmium sur le dos de la main gauche où j'avais tendu le bras sans faire attention. Je l'ai remarqué sous la lumière du plafonnier de ma voiture dans le parking. Je l'ai regardé un moment. Puis j'ai démarré et j'ai roulé chez moi dans le noir de novembre avec le jaune encore là, et je ne l'ai pas lavé jusqu'au matin. Le jaune de cadmium était encore sur ma main quand j'ai retiré l'alliance de ma main droite ce soir-là. Je veux vous raconter comment ça s'est passé, parce que ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas une décision que j'ai prise avec un quelconque cérémonial ou une intention préméditée. J'étais debout à ma commode, comme je le fais chaque soir avant de dormir, vider mes poches, retirer mes boucles d'oreilles, poser ma montre, et j'ai glissé la bague de mon doigt comme on glisse quelque chose qui est là depuis si longtemps que la main s'est formée autour. Je l'ai tenue un moment. Elle était chaude de ma peau. Je l'ai posée dans la petite boîte en cèdre sur le dessus de la commode. J'ai fermé le couvercle. C'était tout. Je n'ai pas ressenti de soulagement. Je n'ai pas ressenti de deuil. J'ai ressenti la neutralité particulière d'un acte juste, le silence précis de quelque chose placé exactement là où il devait être. J'ai laissé la boîte en cèdre sur la commode. Je ne l'ai pas rangée, pas cachée. Elle est encore là, entre une photo de Camille et Lucas d'il y a environ 12 ans et une petite coupelle en céramique que ma mère avait faite dans un cours de poterie l'année avant sa mort. Ma mère, qui tenait une maison impeccable et gérait tout en silence, et qui n'a jamais fait, dans mon souvenir, quelque chose de purement pour elle-même. Je regarde cette coupelle parfois et je pense à l'héritage, pas celui qui vient dans les documents, mais celui qui passe par les comportements, par l'atmosphère, par les choses qui ne sont jamais dites mais toujours ressenties. J'avais été la fille de ma mère bien plus profondément que je ne l'avais compris de son vivant. Le cours de peinture se réunissait chaque mardi pendant 12 semaines. Je veux vous parler de ces mardis parce qu'ils comptent dans cette histoire d'une façon qui n'est pas immédiatement évidente. Ils n'étaient pas transformateurs au sens où les gens entendent transformateur. Je n'ai pas eu de révélation. Je n'ai pas découvert un talent caché. Je ne suis pas sortie de cette salle une personne différente. Ce que j'ai fait, c'est me présenter. Chaque semaine, un mardi soir, je conduisais jusqu'au centre culturel et je m'asseyais à ma table à côté de Marcel et ses bateaux, et je regardais ce que Claire avait installé pour nous peindre,
et j'essayais de poser ce que je voyais vraiment. Cette dernière partie, essayer de poser ce qu'on voit vraiment, s'est révélée être la chose la plus difficile que j'avais tentée depuis des années. Pas techniquement, émotionnellement. Parce que ce que je découvrais, chaque fois que je regardais quelque chose assez longtemps pour essayer de le rendre, c'est que j'avais l'habitude de voir ce que j'attendais de voir plutôt que ce qui était là. Le bol d'orange de la 3e semaine. J'ai peint l'idée d'orange, ronde, vive, simple, plutôt que ces oranges précises, qui étaient légèrement passées leur apogée, leur peau commençant à se creuser à un bout, l'une d'elles projetant une ombre qui était plus violette que grise. Claire a fait le tour et a regardé ma toile et a dit, très doucement, « De quelle couleur est cette ombre réellement ? Ne me dites pas ce que sont les ombres, dites-moi ce qu'est celle-là. » J'ai regardé, j'ai mélangé, j'ai peint du gris-violet sur la toile. Et c'était juste d'une façon que le gris ne l'était pas, et je suis restée avec l'étrangeté de ça, à quel point la chose vue était plus honnête que la chose supposée. J'ai beaucoup pensé à Bernard ces mardis soirs. Pas avec de la colère, avec quelque chose qui ressemblait davantage à une attention anthropologique, la façon dont on pourrait étudier un habitat dans lequel on a vécu pendant des décennies et qu'on traverse seulement maintenant avec des yeux clairs. J'ai pensé à la façon dont tout son système de gestion avait dépendu de ma volonté de voir ce que j'attendais de voir, plutôt que ce qui était là. La conversation amicale. L'air épais. Les choix qui s'évaporaient sans jamais avoir été formellement refusés. Il avait compté, toutes ces années, sur le fait que je peignais l'idée de ma vie, plutôt que de regarder vraiment celle qui existait. Les conséquences de ces choix avaient déjà commencé à arriver à ce moment-là, bien que je les apprenne de côté, par les gens qui appelaient encore, qui mentionnaient des choses en passant comme on mentionne des choses qu'on suppose que l'autre personne sait déjà. Sa retraite complémentaire. J'avais trouvé les documents 6 semaines après sa mort, en m'asseyant avec la paperasse de la façon dont on s'assoit avec quelque chose pour lequel on n'a pas été préparé. La pension était inférieure à ce qu'il m'avait dit. Pas d'un peu. D'assez pour que le chiffre sur lequel j'avais opéré pendant des années, la garantie tranquille qu'on m'avait donnée sur notre avenir financier, soit un chiffre qu'il avait construit plutôt que rapporté. Pas un mensonge exactement, une gestion. Il avait décidé ce que j'avais besoin de savoir sur notre argent, de la même façon qu'il avait décidé tout le reste, unilatéralement, avec la conviction complète qu'il me protégeait. J'étais plus capable avec les vrais chiffres que je ne l'aurais été avec les chiffres gérés. C'était l'ironie qui est arrivée doucement et qui s'est ensuite assise à ma table et a refusé de partir. J'avais toujours eu le sens des chiffres, la mathématique précise de faire fonctionner les choses avec ce qu'on a. Je l'avais toujours eu. Il l'avait toujours su. Et il avait, pour des raisons que je pouvais maintenant pleinement nommer, préféré que je ne l'exerce pas. Martine au bureau a remarqué le changement avant la plupart des gens. Elle est passée à mon bureau un après-midi en 7e semaine du cours de peinture et a dit « Tu es différente. Je l'ai déjà dit, je sais, mais c'est plus maintenant. » Je lui ai demandé ce qu'elle entendait par plus. Elle y a réfléchi puis a dit « Avant, tu t'excusais avant de dire les choses. Genre, tu te pré-excusais. Tu ne fais plus ça. » Je n'avais pas remarqué que je le faisais. Je n'avais pas remarqué que j'avais arrêté. Camille a appelé un mercredi en 9e semaine. Elle avait parlé à Lucas. Ils se parlaient plus ces mois-là qu'ils ne l'avaient fait depuis des années, traitant leur père ensemble de la façon particulière aux frères et sœurs qui ont grandi dans la même maison et avaient eu des enfances presque entièrement différentes à l'intérieur. Elle a dit que Lucas lui avait posé une question et qu'elle voulait me la transmettre. Elle a dit « Il veut savoir si tu accepterais de lui en dire plus. Sur la confession, sur tout ça. Il dit qu'il pense être prêt. » J'ai dit que j'y réfléchirais. J'y ai réfléchi pendant 2 jours. Ce à quoi je réfléchissais, ce n'était pas si je devais lui dire, mais comment. Parce que Lucas avait 26 ans, et il avait construit sa compréhension de lui-même en partie sur le fondement de l'exemple de son père. La façon dont Bernard travaillait, la façon dont Bernard pourvoyait, la façon dont Bernard se déplaçait dans le monde, avec cette autorité tranquille que Lucas avait absorbée, comme on absorbe le temps qu'il fait. Dire à Lucas la vérité complète, ce n'était pas seulement lui parler de son père, c'était lui demander de réexaminer les fondations.
Ça me semblait une chose énorme à demander à quelqu'un encore dans la phase aiguë du deuil. Ça me semblait aussi la seule chose honnête disponible. J'avais passé longtemps à choisir la vérité gérée plutôt que la vérité honnête, et je n'étais plus disposée à faire ça, même avec douceur, même avec les meilleures intentions. Je l'ai appelé un vendredi soir. Il a répondu à la deuxième sonnerie, ce qui voulait dire qu'il attendait l'appel. Je lui ai tout dit, j'ai pris le temps. Je n'ai pas lu depuis le bloc-notes cette fois, j'en étais passée. L'histoire vivait en moi maintenant, organisée et précise, à moi de raconter. Il a écouté sans interrompre. Quand j'ai terminé, il y a eu un silence qui a duré assez longtemps pour que je l'entende respirer. Puis il a dit « Est-ce qu'il savait ?» Genre « Est-ce qu'il comprenait, à la fin, ce qu'il avait vraiment fait ?» J'ai pensé au lit médicalisé, à la voix fine, à la façon dont il avait commencé la confession au milieu d'une phrase, comme s'il était dedans depuis des années. J'ai dit « Oui, je pense que c'est pour ça que ça lui a coûté ce que ça lui a coûté de le dire. » Un autre silence. Puis Lucas a dit « Et je veux vous dire ça exactement, parce que c'est la chose la plus importante que mon fils m'ait jamais dite. Je ne veux pas être comme ça. Je ne veux pas aimer quelqu'un de cette façon-là. » J'ai dû poser le téléphone un moment. Pas parce que je pleurais, je n'ai pas pleuré. Parce que quelque chose dans ma poitrine a fait ce qu'il fait quand une porte s'ouvre sur laquelle on avait renoncé. Quand quelque chose arrive dont on avait tellement besoin qu'on avait cessé de nommer le besoin. J'ai repris le téléphone. J'ai dit « Alors tu ne le seras pas. » Le fait que tu puisses dire ça signifie que tu ne le seras pas. Il a dit « Comment tu le sais ?» J'ai dit « Parce que ton père, lui, n'a jamais pu. » C'est le moment que je veux marquer. Ce vendredi soir précis, la voix de mon fils au téléphone disant « Je ne veux pas aimer quelqu'un de cette façon-là », c'est le moment où la confession s'est complétée. Pas dans le salon avec le lit médicalisé, pas à la table de la cuisine avec le bloc-notes. Ici, dans un appel téléphonique entre une mère et son fils, à travers la distance de tout ce que Bernard n'avait jamais pu dire, dans l'espace que son honnêteté, tardive, imparfaite, intéressée et sincère à la fois, avait finalement ouvert. Si ça a atterri quelque part en vous, si vous savez ce que c'est de regarder quelque chose de douloureux devenir, enfin, ce qui rend la génération suivante différente, appuyez sur ce bouton j'aime, abonnez-vous. Parce que ce moment précis, c'est vers quoi toute cette histoire se dirigeait, et il reste encore un peu à vous raconter. Le dernier mardi du cours de peinture, Claire nous a demandé d'apporter chacun quelque chose qu'on voulait peindre d'après nature. Pas une nature morte qu'elle installerait, quelque chose qu'on choisissait nous-mêmes. Quelque chose qui signifiait quelque chose. J'ai apporté la boîte en cèdre. Je l'ai posée sur la table devant mon chevalet et je l'ai regardée pendant les 3 heures entières. J'ai mélangé des couleurs que je n'attendais pas. Le cèdre n'était pas simplement brun, il était ambre et rouille et un gris vert là où la lumière n'atteignait pas, et le petit loquet en laiton attrapait la lumière du plafond d'une façon qui le rendait presque blanc sur un bord et presque noir sur l'autre. J'ai peint ce que je voyais. Pas ce qu'est une boîte en cèdre, ce qu'était celle-là. À la fin du cours, Marcel s'est penché et a regardé ma toile un long moment. Ce n'était pas un homme de beaucoup de mots. On avait établi une compagnie confortable et majoritairement silencieuse sur 12 semaines. Il a regardé la peinture, puis il a regardé la boîte, puis il a dit « Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» J'ai dit « Mon alliance ». Il a hoché la tête, le hochement lent d'un homme de 71 ans qui a assez vécu pour comprendre que certaines choses n'ont pas besoin d'être développées. « Belle peinture », il a dit, et il est retourné à ses bateaux. Je suis rentrée chez moi ce dernier mardi avec la toile calée sur la banquette arrière et la boîte en cèdre sur le siège passager à côté de moi. Le novembre qui était là quand j'avais commencé le cours était devenu décembre, les arbres nus maintenant, le noir arrivant plus tôt, le froid d'une qualité différente de ce qu'il avait été 12 semaines auparavant. J'ai roulé à travers lui avec le chauffage en sourdine et la radio éteinte et la plénitude particulière de quelqu'un qui a fait une petite chose et qui a compris, en la faisant, que la petite chose n'était pas petite du tout. Je m'appelle Nathalie Aubert-Collin, j'ai 54 ans, et j'ai passé 28 ans à être gérée par quelqu'un qui m'aimait de la seule façon qu'il connaissait, ce qui n'était pas suffisant, et que j'ai accepté parce qu'on m'avait appris,
bien avant de le rencontrer, a appelé l'acceptation de la force. Il m'a dit la vérité avant de mourir. Elle est arrivée tard, ça lui a coûté quelque chose de la dire, et ça m'a coûté quelque chose de la recevoir. Et aucun de nous deux ne saura jamais ce que le mariage aurait pu être s'il l'avait dite 30 ans plus tôt, au dîner, plutôt que 4 jours avant la fin de tout. J'ai fait la paix avec le fait de ne pas savoir ça. Certaines questions ne reçoivent pas de réponse. Elles se portent simplement différemment avec le temps. Je ne suis pas libre de lui. Je ne pense pas que ce soit le bon objectif. Il était 28 ans de ma vie et le père de mes enfants, et un homme qui, à sa façon limitée et apeurée, essayait de tenir quelque chose qu'il ne savait pas tenir autrement. Je le porte de la façon dont on porte quelque chose qui était à la fois un poids et une chaleur, à 2 mains, avec soin, sans prétendre que c'était plus léger que ça l'était. Ce que je suis, c'est présente. Dans ma propre vie, dans ma propre maison, à ma propre table de cuisine. Je me suis inscrite pour le semestre de printemps. 2 cours cette fois. La peinture encore parce que je n'ai pas fini de regarder les choses. Et un cours de littérature parce qu'il y a des livres dont on m'a dit, de la façon atmosphérique de notre maison, qu'ils ne valaient pas vraiment le temps, et j'ai l'intention de le vérifier moi-même. Isabelle et moi avons commencé à parler du Portugal. Pas à planifier, pas encore. Juste à en parler. Ce qui est comme ça que commence chaque chose réelle, pas par une décision, mais par la volonté de le dire à voix haute. Avant de terminer, je veux vous poser quelque chose. Quelque chose avec lequel j'ai été assise à travers tout ça. Est-ce que quelqu'un vous a jamais rendu plus petit au nom de vous garder proche? Est-ce que quelqu'un vous a jamais aimé d'une façon qui vous a coûté quelque chose que vous n'avez pas remarqué perdre jusqu'à ce que ce soit déjà parti? Et si oui, avez-vous jamais trouvé le chemin du retour vers ça? Je veux savoir. Laissez-le dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez posé et si vous l'avez repris. Je lis chaque réponse et je le pense vraiment. Si cette histoire est restée avec vous, si une partie de la vie de Nathalie a touché quelque chose dans la vôtre, likez cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire. Et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de permission pour arrêter de faire semblant. Quelqu'un qui replie les mêmes thés d'oreiller à 3 heures du matin en appelant ça de la force, alors qu'en réalité, il attend juste que la fenêtre s'ouvre. La fenêtre peut s'ouvrir, je vous le promets. Même aussi tard que ça. Même maintenant.